À 65 ans, mon fils m'a mise dehors, sans savoir ce qui allait suivre. La clé a tourné dans la serrure. Ce n'était pas mon mari, c'était mon fils, Paul. Il m'a regardé, les traits durs, et il a prononcé cette phrase qui, même aujourd'hui, me glace le sang. Maman, tu as 2 semaines. Après ça, tu n'as plus rien à faire ici. J'avais 65 ans, et la seule maison que j'avais connue depuis 40 ans m'échappait. Ce jour-là, je pensais qu'il était l'homme le plus ingrat et le plus cruel de la terre. J'ignorais encore à quel point nous avions tous, absolument tous, été manipulés. Mon nom est Héloïse. J'ai toujours été la femme des fondations, celle qui maintient la maison droite. J'ai passé ma vie à aimer 2 hommes, mon mari, Marc, et notre fils unique, Paul. Notre vie était d'une simplicité rassurante. Marc était architecte, passionné par son travail, et moi, j'étais professeur de français, passionné par les mots et les silences. Pendant des décennies, ces silences entre nous n'étaient pas un problème. Ils étaient une preuve de confiance. Nous n'avions pas besoin de tout dire pour tout comprendre. C'est ce que je croyais. La retraite est arrivée, et avec elle, le changement. Marc est devenu distant, ses absences plus fréquentes. Au début, c'était des réunions tardives, des chantiers loin de Paris. Ses explications étaient toujours logiques, professionnelles. Mais le ton n'y était plus. Nos conversations devenaient superficielles, nos dîners silencieux. J'essayais d'ouvrir la discussion, mais il fuyait mon regard. Tu t'inquiètes pour rien, Héloïse, me lançait-il souvent, avec une impatience nouvelle. J'ai commencé à remarquer des détails. Un parfum différent sur ses chemises, une façon nerveuse de ranger son téléphone avant d'entrer dans la maison, un compte en banque en ligne auquel il n'avait jamais fait allusion. Mais à chaque fois, la peur de déranger l'équilibre me faisait reculer. J'avais trop peur de la vérité pour la chercher. Alors, j'ai joué la comédie de la femme sereine, celle qui fait confiance aveuglément. Je me souviens de ces après-midi où je restais seule, assise sur le canapé, le cœur serré par un pressentiment glacé. Puis, Marc est tombé malade. Une maladie subite et foudroyante. Il a tenu 3 mois. Durant cette période, il était étrangement anxieux, même après les bonnes nouvelles des médecins. Il ne voulait jamais rester seul. Je pensais que c'était la peur de la mort. Maintenant, je sais que c'était la peur d'être découvert. Il est parti une nuit dans son sommeil. Marc m'avait toujours dit que l'honnêteté était le pilier d'une famille. Mais face à ces derniers mois de souffrance et à ces silences glaçants, je me suis souvent demandé, est-ce que, parfois, un mensonge bienveillant n'est pas préférable à une vérité qui détruit tout? Dites-moi, à ma place, auriez-vous fouillé? Auriez-vous pris le risque de tout briser pour un soupçon? 5. Révélation intermédiaire. Après l'enterrement, la maison était vide, l'atmosphère irrespirable. Mon fils, Paul, qui avait toujours été mon roc, a commencé à changer. Il s'est occupé de la succession avec une rapidité suspecte. C'est là que le premier coup est tombé. Paul m'a annoncé que la maison, notre maison, était au nom de Marc seul. C'était une anomalie dans notre couple, où tout était censé être commun. Puis il a sorti un document, le testament de Marc. Marc léguait la totalité de la maison à Paul. Une petite clause spécifiait que si je n'étais pas d'accord pour la vendre, Paul pouvait me verser une petite compensation pour m'assurer un petit appartement, mais il pouvait décider quand et où. J'étais anéantie. Mon mari, mon amour de 40 ans, m'avait contourné légalement. C'était une trahison que je n'arrivais pas à comprendre. Paul était froid, implacable. Il disait que c'était ce que papa avait voulu, qu'il voulait me mettre à l'abri d'un point de vue financier, mais que la maison était trop chère à entretenir. Il ne me regardait jamais dans les yeux. La situation a dégénéré en quelques semaines. Je refusais de bouger. Cette maison, c'était ma vie. C'est là que Paul est venu un soir, les yeux remplis d'une colère que je ne lui connaissais pas, et il a prononcé cette phrase : « Maman, tu as 2 semaines. » C'était un ultimatum. La raison ? Il avait un acheteur qui ne pouvait pas attendre. Détruite, humiliée, j'ai commencé à faire mes cartons. Je prenais des objets au hasard, et c'est dans le fond d'une vieille commode du bureau de Marc que j'ai trouvé une boîte en métal, dissimulée sous des plans d'architecte. Elle contenait une liasse de lettres manuscrites et, au fond, un livret de famille.
Ce n'était pas le nôtre. C'était celui de Marc et d'une femme nommée Sandrine. Mon corps s'est vidé de tout air. Sandrine. Et 2 enfants, 2 garçons. Ils avaient 10 et 12 ans. La date de leur mariage remontait à 15 ans. Marc menait une double vie depuis 15 ans. La double vie expliquait tout. Les absences, le téléphone secret, l'argent, le parfum. Et surtout, elle expliquait ce testament, cette clause qui me déshéritait. Marc avait 2 familles, et sur la fin, il avait dû choisir laquelle protéger. Mais le choc n'était pas complet. En lisant les lettres, j'ai découvert que Sandrine, sa deuxième épouse, était bien consciente de mon existence. Elle décrivait notre maison en détail, nos habitudes. Elle parlait de Marc comme d'un héros, d'un homme partagé entre 2 devoirs. Dans une lettre datée de la période de sa maladie, elle suppliait Marc de sécuriser l'avenir de leurs enfants, craignant que je n'obtienne tout. La trahison n'était plus seulement celle de Marc. J'ai téléphoné à Paul. Il a d'abord nié, puis, face à la mention du livret de famille, sa voix a tremblé. J'ai découvert que Paul savait. Pas la double vie en soi, mais l'existence d'une dette financière colossale que Marc avait contractée juste avant sa maladie, une dette qu'il voulait cacher à Sandrine et à ses 2 fils légitimes. Marc, dans un ultime acte de panique, avait mis la maison au nom de Paul pour la protéger de ses autres créanciers et, surtout, pour me forcer à la vendre rapidement et discrètement. Mais pourquoi m'avoir mise à la rue? La dispute fut terrible. Paul m'a avoué qu'il n'avait jamais lu le testament en entier. Il n'avait vu que son nom et la maison. Marc l'avait manipulé pour qu'il agisse vite, lui faisant croire que le fait de me déloger était une démarche administrative douloureuse, mais nécessaire pour éviter des problèmes bien plus graves que Marc ne pouvait pas me révéler. Il avait fait de notre fils, mon seul soutien, l'exécuteur froid d'une sentence qu'il croyait être un acte de survie familiale. La vérité a brisé Paul. Il n'était pas l'ingrat que je pensais. Il était la victime d'une manipulation posthume. Le cœur brisé, il a tout arrêté. L'acheteur a disparu. J'ai décidé de rencontrer Sandrine dans un café neutre, à l'autre bout de Paris. Elle était plus jeune, fragile, mais elle avait la même expression de trahison dans les yeux que moi. Elle m'a tout raconté. Marc leur avait fait croire qu'il était veuf. Il avait inventé une vie de sacrifice pour nous 2. Quand il est tombé malade, il est devenu fou. Il a mis la maison à Paul, a fait signer une assurance vie à Sandrine, et il s'est endetté pour payer les études de ses 2 fils, juste avant sa mort. Mais voici le point culminant, la pièce manquante qui a tout mis en lumière. Marc n'était pas mort dans son sommeil. Dans la boîte en métal, il y avait aussi une lettre, rédigée par un notaire, qui n'était pas un testament. C'était une déclaration d'intention. Marc voulait me dédommager secrètement, mais il craignait de ne pas avoir le temps. Il avait aussi confessé ses péchés à un ami prêtre, qui m'a contacté après notre rencontre. Marc n'avait pas survécu à un malaise. Il avait mis fin à ses jours. Il n'avait pas pu supporter le poids de ses mensonges et la destruction qu'il allait provoquer. Il avait choisi la fuite en mettant en scène une mort naturelle. Tout s'est effondré. Mon mari n'était pas mort subitement, il s'était suicidé. Il n'était pas seulement un homme infidèle, il était un lâche qui nous avait tous transformés en pions d'un échiquier macabre. Paul n'était pas un bourreau, il était une victime, comme moi, comme Sandrine, comme ses 2 demi-frères. J'ai finalement vendu la maison, mais pas pour Paul. Nous avons partagé l'argent en 4, Paul, moi et les 2 garçons. C'était la seule façon de racheter ce que Marc avait détruit. Aujourd'hui, je vis dans un appartement plus petit, mais avec une vérité. La vérité, c'est que le silence n'est pas toujours une preuve de confiance. C'est souvent le terreau le plus fertile pour la trahison. Notre famille n'a pas été brisée par une maîtresse, mais par le manque de communication, par la peur de déranger l'autre avec une vérité inconfortable. Marc, en voulant tout protéger, a fini par tout détruire. Il nous a appris, par sa mort, la leçon la plus cruelle de toutes. Il n'y a pas d'amour durable là où il n'y a pas de transparence absolue. Même si la vérité fait mal, elle est la seule chose qui, à la fin, peut reconstruire. N'ayez jamais peur de poser les questions. J'ai perdu ma maison, mais j'ai retrouvé la vérité et surtout, j'ai retrouvé mon fils. C'est la seule chose qui compte.